fleuve qui prend sa source en Espagne, mais qui prend vie sur les rives du Portugal. Des centaines d'années d'agriculture qui se dressent à flanc de montagne. Une richesse incommensurable et un héritage mondial prestigieux. Croisière de rêve vous invite sur le parcours sinueux du fleuve d'or du Portugal. Bienvenue sur le Douro. C'est à bord du Vasco da Gama que nous naviguerons sur le témoin privilégié des secrets de fabrication du célèbre vin de Porto. C'est par le Douro que les fruits des vignes voyagent jusqu'à leur destination finale afin d'être transformés en précieux nectar, déjà populaire au temps de l'Antiquité. Au cours de cette croisière, nous remonterons le fleuve jusqu'à Pinhao, dans la Haute-Vallée, pour doucement revenir sur nos pas vers la ville de Porto et suivre le cours de ce fleuve tranquille aux rivages fabuleux. L'embarquement pour notre croisière se fait à Porto, deuxième ville en importance au Portugal après la capitale, Lisbonne. En jetant un coup d'œil rapide, on peut facilement comprendre l'influence du fleuve sur ses deux rives. Sur la rive droite, Porto est le centre économique. Sur la rive gauche, Vila Nova de Gaia est un précieux allié à sa voisine. Entre les deux, le Douro agit en tant qu'artère principale du cœur de cet ensemble géographique inséparable. Depuis toujours, ce trio a modelé l'histoire de la région, faisant d'elle une région économique prospère, surtout grâce à la négoce du vin. Un adage portugais résume bien l'essor économique de Porto vis-à-vis la capitale. Pendant que Lisbonne se fait belle, Porto travaille. Le vin de Porto constitue une des plus importantes richesses de la région. Mais avant de goûter à ce sublime nectar, nous allons remonter le Douro pour comprendre toute l'importance de ce fleuve par qui transite la matière première ainsi que le savoir-faire des vignerons qui se situent plus à l'est près de la frontière espagnole. C'est à notre retour que nous pourrons visiter la ville et vraiment apprécier toute la richesse et la complexité des vins de Porto. Même si le Porto se déguste à toute heure de la journée, les grands connaisseurs se gardent les meilleures bouteilles pour la fin du repas. En voyageant comme le font les raisins, la dégustation ne pourra qu'être meilleure. Les préparatifs de départ sont terminés. Le Vasco da Gama peut maintenant s'élancer sur le Douro. À l'intérieur, les passagers ont rendez-vous dans le salon-bar du pont intermédiaire pour les présentations d'usage. Mesdames et messieurs, donc, bonsoir à tous. Donc, je souhaite à tous la bienvenue à bord du MS Vasco da Gama et aussi la bienvenue au Portugal. Donc je suis Fabrice, le commandant. Le Vasco da Gama est un petit navire de 75 mètres qui compte 25 membres d'équipage. Ce navire 4 étoiles de 3 ponts possède une grande salle à manger, un bar avec piste de danse ainsi que 71 cabines doubles avec fenêtres panoramiques. Ici, le fleuve et ses rives sont les vedettes de cette croisière. L'immense fenestration ainsi que le pont supérieur permettent de ne rien manquer du paysage qui défile tout au long du trajet. Levons nos verres à cette croisière fluviale sur le Douro. À votre santé, messieurs, dames. Santé à tous. Santé, commandant Fabrice.
En ce début de journée, le navire vogue allègrement vers la première escale, Regua. Mais avant de visiter la ville, un chef-d'œuvre d'architecture se dresse droit devant nous. Le Douro prend sa source dans les hautes montagnes d'Espagne qui culminent à plus de 2000 mètres. Afin de pouvoir remonter le fleuve, 5 barrages facilitent le passage des navires avec leurs écluses. Devant nous, la plus impressionnante d'entre elles et la plus haute de toute l'Europe, l'écluse de Carapatello. Avec ses 36 mètres de haut et ses 12 mètres de large, cet ascenseur aquatique emprisonne le navire entre ses murs de béton. À peine quelques centimètres séparent la coque des cloisons. Le pont supérieur se transforme en estrade populaire où tous les passagers peuvent apprécier cette démonstration d'ingénierie. En quelques minutes, l'eau envahit le coffre de béton et permet au Vasco da Gama de s'élever de 36 mètres afin de pouvoir continuer sa route sur le Douro. Le spectacle est impressionnant. Arrivé au sommet, les portes de l'écluse s'ouvrent, le béton disparaît, le navire redevient libre. La nature reprend sa place, le Douro redevient ce cours d'eau invitant au rivage inspirant. Nous arrivons maintenant dans la capitale de la vallée du Douro, Peso da Regua. Située sur la rive droite, cette communauté de près de 18 000 âmes vit depuis des années grâce à l'industrie du vin. C'est d'ailleurs ici que l'on retrouve le quartier général de l'Institut des vins de Porto qui veille sur la qualité et la quantité de vin produits annuellement. Maintenant, plusieurs options s'offrent à nous. On peut soit s'enfoncer dans les régions rurales pour visiter les vignobles ou encore se diriger vers Lamego et ainsi visiter le sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios et sa cathédrale. Ce gigantesque sanctuaire baroque est un lieu de pèlerinage incontournable pendant les fêtes patronales qui se déroulent au début du mois de septembre. Un grand nombre de pèlerins viennent ici pour faire l'ascension des marches du Grand Escalier dans l'espoir que Notre-Dame des Remèdes répondra à leur appel en accordant des remèdes à leurs maux. Sur les paliers, on peut admirer des azuleros. Ces carreaux de faïence assemblés en panneaux murales racontent souvent des histoires religieuses. Au Portugal, la croyance en Dieu est très importante. Plus du 3/4 des Portugais sont catholiques et le nombre de pratiquants est évalué à près de 6 millions, ce qui représente 50% de la population totale du pays. Contrairement à la tendance mondiale, la croyance des jeunes Portugais est en constante croissance. À l'extérieur du sanctuaire, l'architecte Nicolau Nassoni dessina la plupart des œuvres du jardin, dont la magnifique fontaine baroque entièrement faite de granit. Au milieu de cette fontaine, un immense obélisque se dresse droit comme un chêne. L'endroit est entouré de 18 statues représentant des rois et des patriarches de Judée.
Ici, la vue panoramique permet d'observer la ville de Lamego ainsi que la vallée du Douro, le fief du Porto. De retour sur le Vasco da Gama, les parfums qui se dégagent des cuisines embaument tout le navire. Ce soir, nous dînons à bord. Le chef et son équipe ont préparé un somptueux repas. Comme entrée, nous aurons droit à une tranche de foie gras de canard accompagnée d'une brioche et d'un caramel aux épices. Préparer le repas pour 140 convives demande une planification hors pair ainsi qu'une attention particulière aux moindres détails. Le chef et son équipe ne lésinent pas sur les moyens pour cette entrée en matière qui donnera le ton au reste du repas. Donc là, tu vois, on est en train de... On va commencer les entrées, je suis déjà prêt pour envoyer le show, quoi. Comme plat principal, ce sera un carré de veau et ses petits légumes accompagnés d'une pomme de terre farcie, le tout nappé d'une onctueuse sauce aux champignons. Les plats chauds demandent une grande cohésion du personnel en cuisine. Chaque faux pas peut être catastrophique. Même si nous sommes sur un petit bateau de croisière, les cuisines sont hyper fonctionnelles et elles n'ont rien à envier aux plus grands restaurants. Au contraire, l'environnement de travail change à tous les jours. Avant le dessert, le chef nous propose une parcelle du terroir portugais, le Queijo da Serra da Estrela, que l'on surnomme tout simplement le Serra. Ce soir, il sera servi en feuilleté sur un mesclun de salade et sa réduction balsamique. Le Serra est un fromage de lait de brebis à pâte molle et à croûte lavée très populaire au pays. Finalement, pour terminer le repas, nous aurons droit à une omelette norvégienne. Ce dessert à base de biscuits, de crème glacée et de meringues est tout indiqué pour cette grande finale gastronomique. Dès les premières lueurs du jour, nous sommes montés à bord d'un autocar pour se rendre à Vila-Real. La ville est située à environ 30 km au nord de Paço d'Areguá. Ce matin, nous avons rendez-vous avec la ville royale et son célèbre Palacio de Mateus. Aussi connu sous le nom de Casa de Mateus, ce palais est le symbole même de l'art baroque. Encadrement de granit, corniche supportant des statues, c'est l'architecte Nicolau Nasoni qui conçut les plans de ce domaine, celui-là même qui réalisa les splendeurs du monastère de Notre-Dame des Remèdes, visité un peu plus tôt. Le palais est magnifique et selon plusieurs, il est considéré comme l'un des plus grands représentants de l'architecture baroque au pays. Mais toute cette célébrité est attribuable à deux éléments très importants. Tout d'abord, l'étiquette des bouteilles de vin rosé Mateus distribuées dans plusieurs pays du monde, dont la France et le Canada. Ensuite, ces magnifiques jardins, dignes du conte de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Très bien préservés depuis des siècles, les jardins sont considérés parmi les plus beaux du Portugal. On y retrouve un jardin centenaire de camélias et des cèdres monumentaux, un miroir d'eau en granit devant la maison, 3 bassins d'eau, ainsi que de magnifiques formes géométriques dessinées dans du buis. Depuis plusieurs siècles, le buis est devenu un incontournable des jardins à la française, dont les plus célèbres représentants trônent toujours à Versailles. En quittant les jardins du Palacio de Mateus, nous nous dirigeons vers le centre de Vila-Real pour y casser la croûte avant de reprendre la route.
Vila-Real est une petite municipalité qui compte un peu plus de 50 000 habitants. Au fil du temps, plusieurs familles nobles se sont établies ici, faisant de Vila-Real une ville prospère. Cet arrêt sera de courte durée car nous devons aller rejoindre le navire qui a continué sa route sur le Douro pendant notre escale. C'est à Pinao que nous avons rendez-vous. Le court trajet d'une 50aine de minutes se fera en autocar. Une fois à bord du Vasco da Gama, nous repartons sur le Douro en direction du point de départ de notre croisière, la ville de Porto, afin de prendre le temps de visiter la ville et surtout visiter un célèbre producteur de vin. La région où nous nous trouvons est considérée comme la Mecque de la vigne qui sert à produire le Porto. C'est d'ailleurs ici que l'on retrouve les vignobles les plus célèbres du pays. Selon les plus grands spécialistes, nous sommes dans la plus belle région viticole du monde. La beauté du paysage n'est pas étrangère à cette réputation. Les collines qui s'élèvent sur les bords du Douro sont recouvertes d'immenses terrasses soutenues par des murs de pierre. C'est ici que sont plantées les précieuses vignes. Sous la mince couche de terre de ces plantations, on retrouve du granit, de l'ardoise ainsi que du schiste. Le sol est tellement pauvre en matière organique que seule la vigne, des oliviers, des amandiers et quelques broussailles peuvent pousser. La conception du vin débute donc ici avec les vendanges. Les conditions sont pénibles compte tenu que la machinerie et le bétail ne peuvent s'aventurer dans ces paliers escarpés. Les raisins sont récoltés à la main. Sol très pauvre, rendement médiocre, récolte manuelle, tous ces éléments devraient décourager la plupart des vignerons. Pourtant ici, le Porto est une religion et sa qualité ne fait aucun doute, ce nectar jouit d'une reconnaissance mondiale. Arrivé à l'écluse, le navire s'engouffre encore une fois dans l'immense coffre de béton afin de prendre l'ascenseur aquatique. Sur le pont, les plus curieux scrutent à la loupe les manœuvres du navire et les mouvements de l'écluse, tandis que d'autres observent plutôt les mouvements de leur adversaire. Cette fin d'après-midi est consacrée à la détente. C'est un camp de jour flottant sur le Douro. Pour faire un lien avec la région, les gagnants des compétitions amicales pourront déguster le fameux vin de Porto ainsi que le rosé qui a rendu célèbre le Palacio de Mateus. Dans le salon-bar du pont intermédiaire, les connaissances des passagers sont mises à l'épreuve. Le but du jeu, reconnaître l'hymne national. J'offrirai un cocktail du jour à celui qui pourra répondre à ma petite question que j'ai par rapport à cette île. À votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être, madame? Suède, non. Russie, non. Autriche, non. Suisse, eh ben non. Ben non. Australie, non. C'est très très connu. Portugal. Vous voulez que je vous mette dehors aussi? J'y crois pas, mais oui, c'est le Canada. Allez, pour finir le jeu, allez, dites-le-moi en chœur, s'il vous plaît, c'est le... Et ouais, voici l'hymne portugais. C'est sur cette note que se termine le jeu des hymnes nationaux. Le reste de la soirée sera consacré à d'autres jeux de société, mais surtout à la navigation. Le 37. Le navire a encore quelques kilomètres à parcourir avant d'entamer une des phases cruciales de cette croisière sur le Douro. Deuxième numéro, le 15.
15. Après avoir observé les vignobles et suivi le cours des raisins sur le fleuve, demain nous ferons escale à Porto et à Villanova de Gaia pour quelques jours. C'est à cet endroit que les raisins terminent leur voyage, tandis que nous continuerons le nôtre. Ah, il y a un bingo, il faut venir me voir, il faut que je J'ai le réponde, moi, plaisir de d'abord. vous récompenser le bouteille de Roger Mattei. Félicitations. Ah oui. Alors, sauf pour ce monsieur, c'est fini. Le beau temps est une fois de plus au rendez-vous dans la vallée du Douro. Il ne reste que quelques kilomètres à parcourir avant la prochaine escale. Profitons donc du pont supérieur afin de faire un peu d'exercice. Cette courte séance est un prétexte à prendre l'air et surtout à bouger un peu. Il ne faut pas être un athlète accompli, juste un peu de volonté suffit. Ce matin, nous avons l'impression qu'en faisant nos étirements, nous pourrons toucher aux rives tellement elles sont proches. Pour ceux que la séance d'exercice laisse plutôt indifférents, un peu de magasinage à bord est conseillé. Vous pourrez découvrir la célèbre légende portugaise, le coq de Barcelos. Cette légende qui raconte comment un homme fut sauvé de la pendaison par le chant d'un coq rôti. Le navire finalise doucement son approche. Ici, quoique les rivages et leurs maisons soient magnifiques, ce sont les ponts qui relient les deux rives qui attirent notre attention. Au total, 6 ponts traversent le Douro dans cette région. Le plus connu et le plus utilisé d'entre eux est le pont Dom Luís, réalisé par un des disciples de Gustave Eiffel, l'ingénieur Théophile Seyrig. Construit à la fin du 19e siècle, ce pont à 2 paliers est utilisé par les automobilistes et les piétons sur le palier inférieur, ainsi que par une ligne de métro à l'étage supérieur. Le plus grand des paliers qui relie les deux rives mesure 395 mètres de long, soit près de 4 terrains de football, tandis que le plus petit est 2 fois moins long. Le navire est arrivé à destination. Sur la rive droite se dresse la ville de Porto et sur la gauche, Villanova de Gaia. Depuis notre départ la veille, nous avons suivi le Douro comme si nous étions des producteurs de Porto, c'est-à-dire des vignes, jusqu'à l'entreposage. Autrefois, ces voyages n'étaient pas faits en bateau de croisière, mais plutôt en rabelos. Ces petites embarcations à fond plat et à voile carré ont longtemps navigué sur le fleuve afin de faire le pont entre le terroir et la table. Aujourd'hui, les rabelos ne sont plus utilisés comme avant. Ils ont été remplacés par des camions-citernes avec d'énormes cuves en inox. Ils sont donc devenus un héritage folklorique qui, une fois par année, participe à des régates amicales. Le reste du temps, ils enjolivent les rives de la région pour le plus grand plaisir des touristes. Une fois le précieux liquide arrivé à Villanova de Gaia, le contenu des citernes est alors transféré dans les chais des compagnies. C'est alors que débute la fermentation qui, selon les recettes, doit durer entre 2 et 3 années. Pour arrêter cette fermentation, une petite quantité d'alcool à 77% est ajoutée au mélange. Cette opération que l'on appelle le mutage est cruciale. Par la suite vient le vieillissement. Selon la qualité et le procédé, le Porto peut vieillir en fût ou en bouteille. Les tawny vieillissent entre 5 et 7 ans. Ils sont aussi connus sous l'appellation rubis. Les tawny avec indication d'âge peuvent vieillir jusqu'à 40 ans. Ils perdent alors leur couleur rubis pour devenir plus rouge doré. Il existe aussi plusieurs autres appellations de Porto, dont les célèbres LBV, Late Bottle Vintage.
Mais peu importe celui choisi, blanc ou rouge, le meilleur Porto est celui qu'on aime, d'autant plus que nous sommes dans la région où il vole la vedette. Voilà la vôtre, hein? Ce matin, nous pouvons enfin aller nous balader dans les rues de Porto. Après avoir remonté le Douro, suivi le cours du raisin sur le fleuve et visité un producteur reconnu, nous posons finalement le pied dans la deuxième plus grande ville du pays. Pour ce faire, nous empruntons une navette à partir du navire. Seulement quelques mètres nous séparent des escaliers qui mènent dans les rues ancestrales de la ville. Une fois de plus, nous pouvons apprécier les rivages du Douro et les maisons du vieux Porto. Selon la légende, ce sont les Grecs qui auraient d'abord fondé la ville sur la rive gauche. Par la suite, les Romains déplacèrent les installations des Grecs sur la rive droite pour y construire un port qu'ils baptisèrent Portus Calais. Au fil des années, le port se développa pour donner la ville que l'on connaît aujourd'hui. Avec ses 240 000 habitants et son activité commerciale très importante, la deuxième ville du pays est devenue un chef de file de l'industrie touristique de toute l'Europe. Son centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996, possède tous les attributs afin de nous faire passer un séjour très agréable. Visiter Porto est relativement facile. On y retrouve bon nombre de moyens de transport adaptés à la clientèle touristique. Navettes fluviales, tramways, trains et autobus. Le transport en commun est efficace et les distances relativement courtes. Mais dans le vieux Porto, la marche demeure le meilleur moyen qui soit afin de pouvoir prendre le temps d'observer les richesses qui nous entourent. De la place de la Liberté, la Tour des Clercs est le symbole architectural de la ville. C'est en 1750 que la tour de 76 mètres de haut fut construite. C'est Nicolau Mnassoni, le plus célèbre des architectes du Portugal, qui plancha sur sa conception. Le plus haut clocher du pays fut longtemps utilisé comme phare pour aider à la navigation. Pour accéder au sommet, on doit grimper 225 marches. Un autre joyau de la ville est le palais de la Bourse, le Palacio da Bolsa. Ce monument national, un bijou de l'architecture néoclassique, accueille près de 200 000 visiteurs par année. C'est en 1842 que la construction du palais débuta. C'est sur les restes d'un ancien couvent détruit par les flammes que l'on posa la toute première pierre. C'est l'architecte Joaquim da Costa Lima qui réalisa les plans. Il aura fallu près d'une décennie pour terminer les travaux extérieurs. L'intérieur du palais est le résultat de l'inspiration de plusieurs artistes. On y retrouve un somptueux escalier qui date de 1868. Construit par Gonçalves e Sousa, cet escalier mène à une salle où l'on retrouve des bustes de personnages célèbres de la ville, réalisés par des sculpteurs qui le sont tout autant. Le plafond de cet ensemble est une œuvre magistrale du peintre Antonio Ramalho, considéré comme un des portraitistes les plus influents au pays. Ce palais est en quelque sorte une immense œuvre collective réalisée par les plus grands artistes portugais du milieu du 19e siècle. Tous ensemble, ils ont réussi à faire de chacune des pièces une véritable œuvre d'art.
La richesse et la noblesse des matériaux, les designs épurés, les toiles et les sculptures qui décorent les pièces forment une unité artistique parfaite. Dans cet ensemble, une pièce tire son épingle du jeu. Tous s'entendent pour dire que c'est la pièce de résistance de ce magnifique palais, le Salon arabe. Si vous n'avez que quelques minutes à consacrer à cette visite, c'est l'endroit qu'il ne faut pas manquer. Ce salon est tellement beau qu'il est considéré comme étant la salle de réception officielle de la mairie de Porto. De nombreuses personnalités ont défilé dans ce salon, dont le roi Louis Ier du Portugal, Fidel Castro, Jacques Chirac et Margaret Thatcher. Avant de remonter sur le Vasco da Gama pour la soirée, nous profitons d'une parcelle de la gastronomie du pays. Qualifiée comme étant une des cuisines les plus riches du monde, dont les plus fidèles ambassadeurs sont les produits de la mer, la cuisine portugaise utilise principalement l'ail, l'huile, le vinaigre ainsi que le vin afin de donner aux plats cuisinés leur saveur typique. Plusieurs petits cafés et restaurants avec terrasse permettent de savourer cette cuisine du terroir exceptionnelle. Une fois les papilles gustatives sustentées, le chemin du retour vers le navire est accompagné d'une séance de lèche-vitrine à la portugaise. De nombreux artisans étalent leurs marchandises directement sur le trottoir. Sacs de voyage, chapeaux de paille et broches décoratives aux couleurs de la ville sont exposés dans l'espoir qu'ils finissent leur voyage dans nos valises. C'est maintenant l'heure de l'apéro à bord du Vasco da Gama. Un peu plus tard, la salle prendra des allures de piste de danse privée sur le Douro. Avant-dernier jour de cette croisière sur le Douro, ce matin, le navire est toujours à quai sur la rive droite du fleuve d'Or. C'est en autobus que nous partons afin d'aller visiter l'arrière-pays de Porto. Au programme, Guimarães et Braga, deux cités médiévales qui possèdent de magnifiques châteaux. Notre premier arrêt est la ville historique de Guimarães, considérée comme étant le berceau du Portugal. Son centre historique est parfaitement conservé. Ses ruelles médiévales et ses bâtiments modernes cohabitent parfaitement ensemble. Pendant près de 400 ans, entre le 15e et le 19e siècle, la modernisation de cette ville s'est faite dans les règles de l'art. Même si les techniques et les besoins ont grandement évolué pendant ces 4 siècles, l'utilisation des matériaux traditionnels a permis à la ville de conserver ses allures de musée à ciel ouvert. Son centre historique figure sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien que cette reconnaissance patrimoniale soit un haut fait d'armes, c'est plutôt sur le plan politique que Guimarães a gravé son nom dans l'histoire. À la suite d'une éclatante victoire contre les Maures, le chevalier Henriques fut proclamé roi par ses troupes. Comme le Portugal n'avait pas de roi à cette époque, Afonso Henriques fut ainsi le tout premier roi du pays. Il désigna alors Guimarães, sa ville natale, comme capitale du pays. Afonso Henriques avait tout pour devenir premier roi. Le futur souverain est né dans un magnifique château qui date du 10e siècle. Composée de 7 tours carrées, cette forteresse médiévale est classée monument national depuis un siècle déjà.
De résidence royale à prison politique et même grenier à foin, le château fut abandonné puis réhabilité, retrouvant ainsi ses lettres de noblesse en tant que résidence du tout premier roi du pays. Depuis sa restauration, le château est une attraction touristique très prisée. Après cette visite royale, nous reprenons la route pour nous diriger vers le centre religieux du pays, la ville de Braga. Déjà au 12e siècle, Braga était le siège de l'archevêché. Ce n'est donc pas surprenant qu'ici, les palais, les églises et les monastères se retrouvent en grand nombre. Vers la fin du mois de mars de chaque année, Braga est une des destinations les plus colorées du pays. Des milliers de personnes envahissent les rues pour célébrer la Semaine sainte. Un des endroits les plus visités pendant cette semaine est l'église forteresse La C. Situé dans une zone piétonnière, ce magnifique temple domine le centre de la ville historique de Braga. Reconstruite au tournant du 12e siècle sur les vestiges d'un ancien temple, on y retrouve plusieurs styles architecturaux très influents, roman, gothique et même baroque. Au Portugal, le dicton populaire « plus vieux que la cathédrale de Braga » fait référence à quelque chose de très vieux et par le fait même confirme la longévité de ce temple. Parmi les incontournables de Braga, l'église Bom Jesus do Monte est considérée comme étant le sanctuaire le plus spectaculaire du pays. Pour atteindre l'église, on peut emprunter un immense escalier de 600 marches où il est possible d'observer une vingtaine de chapelles retraçant le chemin de croix du Christ. La journée à Braga tire à sa fin. Nous devons regagner le navire car ce soir nous sommes invités à une soirée folklorique mettant en vedette une troupe de danseurs du pays. Cercedo! La danse au Portugal occupe une place importante, particulièrement tout ce qui concerne les danses traditionnelles et folkloriques. Ce soir, la troupe de danseurs du village offre une prestation mettant en vedette quelques-unes des danses les plus pratiquées au pays. Les plus anciennes de ces danses traditionnelles font partie de rituels afin de célébrer un événement comme la récolte d'automne, un mariage ou encore l'arrivée du printemps. Une de ces danses est la vira. Ce pas de base est à l'origine de plusieurs autres danses, dont la vira corrido, la vira valseado, ainsi que la vira de meia volta, qui veut dire la danse du demi-tour. Ces danses sont très souvent accompagnées de costumes traditionnels qui varient selon les régions, la classe et le statut social des danseurs. Ce soir, nous avons droit à un pot-pourri de quelques-unes de ces danses traditionnelles qui continuent à être transmises de génération en génération depuis des siècles. Obrigada! Obrigada! Pour cette dernière journée sur les rives du fleuve d'Or du Portugal, nous avons décidé de visiter Porto une toute dernière fois. Mais cette fois-ci, nous pourrons admirer une des plus anciennes villes d'Europe sous un œil différent. Voici Porto illuminée. Les magnifiques bâtiments qui déploient toute leur splendeur sous les rayons du soleil se montrent sous un jour nouveau dans ce monde de contrastes. Les rues sont presque désertes, surtout ici, dans le quartier des banques.
Les files d'attente et les clients trop souvent pressés ont cédé leur place aux éclairages sobres qui redéfinissent l'endroit. La place semble plus grande que d'habitude. L'ombre et la lumière offrent un spectacle unique. La tour d'éclair, qui pendant longtemps servait de guide au navire, est devenue un phare dans la nuit. Cette fois-ci, les projecteurs sont tournés vers elle. De par sa stature, elle demeure tout de même une icône de la ville du haut de ses 76 mètres éclairés par la base. C'est dans la gare que se termine ce tour de Porto la nuit. Ici, ce ne sont pas les lumières qui illuminent l'endroit, ce sont plutôt les imposantes mosaïques qu'on appelle les azulejos. La gare est un véritable musée. On y retrouve une des scènes les plus marquantes de l'histoire du Portugal, le tournoi de Arcos de Valdevez, que les historiens considèrent comme le premier pas vers l'indépendance du Portugal. Ce tournoi à saveur politique remplaça une bataille traditionnelle. Les protagonistes décidèrent d'un commun accord qu'un tournoi serait la solution idéale afin d'éviter une bataille en rangée qui aurait fait plusieurs morts. Ce sont les Portugais menés par Afonso Henriques qui remportèrent la victoire. La fin de cette croisière se déroule dans le salon-bar du pont intermédiaire. Pour nous dire au revoir, Une Tuna vient nous présenter un cours spécial. Une Tuna est un groupe musical composé principalement d'étudiants qui chantent les chansons populaires du pays. Selon la tradition, les Tunos, les membres de la Tuna, sont vêtus de noir et portent des capes. C'est donc sur ces airs joyeux que notre aventure sur le fleuve d'Or se termine. Cette croisière fluviale sur le Douro nous aura permis de suivre le parcours des différents raisins qui composent le vin de Porto, en plus de découvrir de magnifiques villes et villages qui font de Porto un des hauts lieux touristiques de tout le continent.